si on parlait des intelligences artificielles? Conversation avec un robot. Il y a quelques jours, le robot ChatGPT-3 a dialogué avec plus d'1 million d'utilisateurs en quelques jours. Il a répondu à toutes les questions, même les plus pointues, a écrit des poèmes à la demande, des essais universitaires et même fait des blagues. Un événement mondial qui ressemble à de la science-fiction sur lequel on a eu envie de revenir dans ce 13-14. C'était le 30 novembre 2022. OpenAI venait de lancer ChatGPT. Cette information a provoqué un énorme phénomène médiatique. Pour certains d'entre nous, c'était la découverte de l'intelligence artificielle. À Audimer, on nous interroge souvent sur l'intelligence artificielle. L'IA, c'est quoi? Est-ce que c'est dangereux? Comment ça marche? C'est pour clarifier toutes ces questions que nous allons vous présenter cette info du mois. Bonjour, c'est Joël, animateur à Audimer. Aujourd'hui, je vais vous présenter une invention que des humains ont fait avec des ordinateurs, les intelligences artificielles. J'utilise le pluriel car en effet, il n'y a pas une intelligence artificielle, mais plusieurs. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie informatique qui permet à des machines de faire des choses qu'on pensait réservées aux humains. Pour mieux répondre à cette question, je vous présente une première vidéo. Oh, il est mignon ce petit robot. Je suis sûre qu'il est équipé d'une intelligence artificielle. Attention, robot et intelligence artificielle sont deux notions très différentes. En fait, l'intelligence artificielle, ou IA, c'est une technique qui permet aussi bien à un robot qu'à une voiture, un moteur de recherche ou même à un téléphone d'exécuter des tâches habituellement réalisées par les humains. Par exemple, une voiture autonome sera capable de repérer et différencier les objets sur la route. Un moteur de recherche analysera le sens de ta demande et même ton téléphone pourra tenir une conversation. Attends, une voiture autonome et un téléphone, c'est pas la même chose. Non, mais tous les deux intègrent des systèmes informatiques. Ils sont conçus pour trier, traiter et stocker des tas d'informations. Et ces systèmes fonctionnent à l'aide d'outils bien pratiques. Ce sont les algorithmes. Un algorithme, c'est un peu comme une recette de cuisine. Au départ, tu as des ingrédients. Si tu suis bien les instructions de la recette, au final, tu arrives à un résultat, ici des crêpes. Un algorithme, c'est la même chose. Les ingrédients sont des données brutes, et après avoir appliqué l'algorithme, c'est-à-dire une suite d'instructions bien précises, on obtient un résultat. Oula, je vais avoir besoin d'un exemple, moi. Regarde, si tu demandes à un programme sans IA de te montrer une image de Fred, ce programme va chercher dans sa base de données. C'est une sorte de bibliothèque numérique qui rassemble tous les ingrédients. Ici, les images et les informations qui leur sont associées. Si le programme trouve une image associée au nom de Fred, il pourra répondre à ta demande. Par contre, s'il tombe sur une photo sans l'étiquette Fred, alors le programme ne te la montrera pas. Avec un seul ingrédient manquant, pas de recette possible. L'algorithme n'est pas capable de reconnaître Fred. Dommage, elle était rigolote celle-là. Bon, et mon IA dans tout ça? J'y viens. Avec l'intelligence artificielle, le programme peut faire varier les quantités ou encore l'ordre des ingrédients pour sélectionner la meilleure recette. Tiens, reprenons l'exemple de la photo. Pour reconnaître Fred, tu dois d'abord présenter plein d'images de lui au programme. Au fur et à mesure, il va s'entraîner à le reconnaître. Ici, par exemple, le programme repère les éléments qui ne changent pas, comme la couleur de ses yeux, la forme de sa bouche ou la taille de son nez. Il identifie aussi les éléments susceptibles de changer, comme la couleur de sa chemise. Cette phase d'apprentissage aide le programme à créer une sorte d'empreinte de son visage et à ignorer le reste. Résultat, la prochaine fois que tu lui présenteras une nouvelle photo de Fred, le programme cherchera les mêmes éléments et bingo! Là, je reste bouche bée. Et ce n'est pas tout. Les IA existent depuis longtemps. Mais avec le développement d'Internet, elles disposent désormais de banques de données gigantesques pour fonctionner. Grâce aussi à la puissance des ordinateurs, qui doublent tous les 2 ans environ, et avec des milliers d'heures d'entraînement, les IA peuvent aujourd'hui aider les médecins à analyser les radios de leurs patients, te suggérer une musique en fonction de tes goûts, ou encore décrire des images pour les non-voyants. Eh ben, heureusement qu'elles ont une bonne mémoire. L'intelligence artificielle n'est pas née avec ChatGPT. Et pour comprendre ce qu'elle est, il faut comprendre comment on en est arrivé là. Je vais donc dans un premier temps vous présenter une vidéo sur une petite histoire des IA. Ensuite, une deuxième vidéo
vous expliquera comment ça fonctionne. Les premières machines pensantes apparaissent dans les histoires de science-fiction. Par exemple, en 1921, la pièce de théâtre Rossum Universal Robots de l'auteur tchèque Karel Čapek met déjà en scène des machines intelligentes. Dès 1950, c'est au tour des scientifiques d'imaginer des machines pensantes. Le mathématicien britannique Alan Turing publie un article intitulé « Machines de calcul et intelligence » dans lequel il décrit comment savoir si une machine s'approche d'une intelligence humaine. Il appelle cette méthode le jeu de l'imitation, plus connu aujourd'hui sous le nom de test de Turing. Voilà les débuts de l'intelligence artificielle. Pendant l'été 1956, les scientifiques américains John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon invitent leurs confrères à une conférence sur le thème des machines pensantes au Dartmouth College, une célèbre université des États-Unis. C'est la première fois dans l'histoire que le terme d'intelligence artificielle est utilisé. Ils commencent ensuite leurs recherches par décrire très précisément les mécanismes d'apprentissage et d'intelligence chez l'humain pour les reproduire avec une machine. Quel programme, hein ? À partir de 1956, c'est l'essor de l'intelligence artificielle. Les projets fleurissent, stimulés par les débuts de l'informatique. Les premières applications de l'IA sont principalement liées aux mathématiques. D'ailleurs, la même année, le premier logiciel d'IA, le Logic Theorist, est créé par deux chercheurs américains, Allen Newell et Herbert Simon. Ce logiciel réalise tout seul des démonstrations de théorèmes mathématiques. Pratique, hein ? En 1957, le psychologue Frank Rosenblatt invente le premier programme d'apprentissage grâce à un réseau de neurones simples, le perceptron. Entre-temps, l'IA trouve un autre terrain d'étude avec la traduction automatique. En 1954, motivé par la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, un programme de traduction automatique voit le jour. Il traduit 49 phrases russes en anglais. Mais c'est à partir de 1957 que les programmes s'améliorent vraiment grâce à Noam Chomsky, un chercheur linguiste américain qui invente des modèles mathématiques de langage pour les rendre compréhensibles aux machines. Plus tard, en 1965, au MIT, Joseph Weizenbaum développe le programme informatique ELIZA. Il remplace le psychothérapeute pendant les entretiens thérapeutiques. C'est aussi le premier programme qui réussit le test de Turing, mais seulement pendant quelques minutes avant que son identité de chatbot ne soit démasquée. Vous savez, un chatbot, c'est un peu comme Siri ou OK Google sur votre smartphone. Parallèlement, l'IA se répand dans la culture populaire. En 1968, elle apparaît dans le film 2001 L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. On y voit un ordinateur intelligent, HAL, capable de piloter un vaisseau spatial. La fin des années 1960 marque une période de crise pour l'intelligence artificielle. On parle d'hiver de l'IA. La recherche s'effondre suite à la désillusion scientifique. Il faut dire que les machines sont loin d'avoir une intelligence humaine. Effet domino, les investissements s'écroulent à leur tour. Les premières questions éthiques émergent et avec elles, les premiers reproches. En 1965, le philosophe américain Hubert Dreyfus publie une première critique des recherches sur l'intelligence artificielle. Il conteste notamment le fait que l'intelligence soit réduite à un simple calcul et il souligne l'importance des émotions et du ressenti du cerveau humain. En 1973, le mathématicien britannique Michael James Littell émet lui aussi des critiques dans un rapport commandé par le Parlement britannique, avec pour conséquence le gel des financements européens pour l'IA. Cette période permet de revoir les objectifs à la baisse et d'établir des projets plus réalistes. Pendant ce temps, l'IA s'installe de plus en plus dans la culture populaire de science-fiction, comme avec le célèbre duo C3PO, R2D2 dans Star Wars, qui fait son apparition en 1977. Dans les années 1980, les investissements repartent à la hausse et les recherches reprennent. C'est l'époque de ce qu'on appelle les systèmes experts. L'idée, c'est qu'une machine effectue les mêmes analyses qu'un expert humain dans un domaine bien précis, comme un diagnostic médical par exemple.
Même si le premier système expert apparaît aux États-Unis en 1965, ce type de programme se développe surtout dans les années 1980. Ils servent dans la finance ou encore pour détecter des fraudes aux cartes de crédit. C'est aussi le moment où se développent les algorithmes d'apprentissage qui permettent au programme de traiter des problèmes plus complexes qu'avant. Mais à la fin des années 1980, l'intelligence artificielle vit une nouvelle crise. L'émergence des ordinateurs personnels oriente les financements dans l'informatique classique. Ce n'est que dans les années 1990 que l'IA réintègre les laboratoires de recherche, stimulés par les progrès de l'informatique et le début du big data. En 1997, pour la première fois, l'intelligence artificielle Deep Blue bat le champion du monde d'échecs de l'époque, Garry Kasparov. La même année, un logiciel de reconnaissance vocale développé par Dragon Systems est installé sur Windows. Cette période marque aussi l'essor du deep learning grâce à des chercheurs comme le français Yann Lequin qui permettent des avancées importantes dans la reconnaissance d'écriture et d'images. Les nouvelles techniques mises au point sont ensuite utilisées pour détecter des fraudes sur les chèques par exemple. Au cours de la dernière décennie, l'intelligence artificielle prend un nouveau tournant. Et oui, la puissance de calcul des ordinateurs, la capacité de stockage et l'accumulation des données augmentent de façon extraordinaire. Les améliorations techniques développent ainsi la performance des algorithmes. C'est l'ère du deep learning. Par exemple, l'algorithme de reconnaissance faciale de Facebook, DeepFace, égale presque les performances humaines. Et l'IA ne s'arrête pas là. Que ce soit dans les voitures autonomes, la traduction simultanée d'une conversation ou encore les suggestions des moteurs de recherche, l'IA est partout. Elle commence même à porter une casquette d'artiste. Le programme Deep Dream analyse des images et grâce à l'entraînement de ses algorithmes, il est capable de les modifier. Le résultat a parfois des allures un peu psychédéliques. En octobre 2015, l'IA AlphaGo de Google bat pour la première fois le champion européen de Go. Vous savez, le jeu de stratégie aux milliards de possibilités. En 2017, 80% des plus grosses entreprises du monde avaient déjà investi dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le champ des applications de l'IA est immense, mais les questions éthiques évoquées dès les années 1970 sont plus que jamais d'actualité et doivent nous faire réfléchir au statut des futures IA. C'est quoi l'intelligence artificielle ? Salut, alors moi je me suis penché sur cette histoire d'intelligence artificielle. C'est passionnant, hein. J'ai enquêté, j'ai parlé avec des spécialistes, des chercheuses, des chercheurs, j'ai lu des articles, j'ai assisté à des conférences, j'ai creusé, j'ai pioché, je suis allé jusque dans la tombe du pharaon. En bref, je suis allé au bout du bout. Attention, c'est du sérieux. D'ailleurs, on a pensé à vous, puisqu'on vous a mis toutes les sources. Comme ça, vous pourrez les vérifier par vous-même et surtout, creuser les sujets qui vous intéressent. D'accord ? Alors c'est parti, allons-y. Histoire d'algorithmes. Les algorithmes sont partout autour de nous. Recommandation de contenu sur Facebook. Algorithme. Localisation GPS qui m'informe des embouteillages. Algorithme. Reconnaissance des visages. Algorithme. Bien. Oui, mais les algorithmes, c'est quoi en fait ? Alors commençons par le commencement, l'informatique. L'informatique a pour objet le traitement de l'information de manière automatique, d'où son nom. Elle s'appuie sur des machines capables de traiter des données grâce à des... Algorithme. Bien Théo, oh, c'est bien ça, tu suis, ça fait plaisir. Maintenant, les algorithmes, arrêtez-moi si je me trompe, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. C'est une série d'instructions à suivre dans un certain ordre pour effectuer une tâche de manière automatique. Qui dit de manière automatique, dit sans avoir besoin de comprendre ou de réfléchir. Et c'est parfait pour une machine. Une fois qu'on a cette liste d'instructions, on la traduit en langage compréhensible par un ordinateur et on obtient un programme informatique. Les ordinateurs exécutent parfaitement et très rapidement tout programme qui décrit un algorithme. Et c'est très puissant. D'ailleurs, dans les années 50, les chercheurs se sont mis à rêver. Ils ont imaginé des algorithmes qui rendraient les ordinateurs aussi intelligents que l'humain. En fait, l'histoire de l'intelligence artificielle est une alternance de progrès très médiatiques, mais aussi de grosses déceptions. Là, nous sommes de nouveau en phase de boom. Mais nos ordinateurs, ils sont devenus intelligents ou pas ? Ah, il faudrait clairement comprendre et définir ce qu'est l'intelligence biologique pour pouvoir définir en regard l'intelligence artificielle.
Avant, être un excellent joueur d'échecs était une manifestation d'intelligence. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, puisque la machine le fait mécaniquement. En fait, la définition de l'intelligence biologique suit l'évolution de l'intelligence artificielle. Et c'est passionnant comme question. Alors je vais tenter, toute proportion gardée, de vous expliquer aujourd'hui, en 2020, ce qu'est l'intelligence biologique. Intelligence biologique. En même temps que l'intelligence artificielle sont nées les sciences cognitives, qui étudient l'intelligence humaine. Elles ont permis d'identifier les différents mécanismes qui sont à l'œuvre dans le fonctionnement de la pensée. Cette pensée qui nous permet de percevoir, de parler, de bouger, de mémoriser, de raisonner, de planifier, de faire preuve d'abstraction parfois, ou de créativité pour les meilleurs d'entre nous. Vous voyez. Ce sont nos fonctions cognitives. Pour simuler l'intelligence humaine, l'idée était de reproduire les fonctions cognitives. Pour y parvenir, les chercheurs ont privilégié deux approches qui sont un peu à l'image de notre façon d'apprendre. Soit par la transmission de connaissances, soit par tâtonnement à partir de l'observation du monde et de l'expérimentation. Les deux sont complémentaires. Vous savez, l'apprentissage machine et les fameux réseaux de neurones. Ok, mais t'as toujours pas répondu à la vraie question. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence biologique? Oh, mais j'y viens. Alors, Frédéric Alexandre, qui est chercheur en neurosciences computationnelles, nous donne les éléments de réponse suivants. Être intelligent, c'est savoir répondre rapidement à une situation complexe. Être intelligent, c'est trouver la réponse satisfaisante plutôt que la réponse optimale. Être intelligent, c'est savoir trouver ce qui est important dans une information. Être intelligent, c'est savoir s'adapter si les conditions changent ou réagir à une situation imprévue. Et tout ça en utilisant une stratégie caractéristique du vivant qui mélange émotion, motivation, créativité. La force et la spécificité de l'intelligence biologique que n'a pas l'intelligence artificielle, c'est la complémentarité de ses aspects émotionnels et logiques. Ouais, du bon sens, quoi. Si tu veux, en fait, pour éviter les fantasmes véhiculés par l'intelligence générale dont on est loin, il vaudrait mieux parler d'intelligence artificielles au pluriel. Toutes les intelligences artificielles que nous croisons dans la vraie vie ne sont juste que très techniques et très spécifiques. Elles ne peuvent faire que la tâche pour laquelle elles ont été programmées ou paramétrées. Un programme qui bat le champion du monde d'échecs ne sait pas reconnaître un canard, hein. En revanche, pour une tâche précise, elles sont ultra performantes et souvent meilleures que nous. Des labos à nos maisons. Ces dernières années, l'intelligence artificielle est de nouveau rentrée dans une phase de développement exponentiel. C'est grâce à l'augmentation des données disponibles, à la puissance de calcul des ordinateurs, mais aussi à l'optimisation des algorithmes bien entendu. Les programmes de reconnaissance vocale ou d'image, ou de traduction dont on se moquait encore il y a quelques années, souvenez-vous, fonctionnent désormais d'une manière qui peut être bluffante, grâce à l'apprentissage automatique. L'intelligence artificielle est sortie des laboratoires. Elle infuse et impacte désormais tous les domaines de la société. De la finance à l'agriculture, en passant par la médecine ou l'éducation, jusqu'à nos maisons. Dans notre monde devenu numérique, nous fréquentons et utilisons chaque jour sans le savoir de l'intelligence artificielle dans nos objets du quotidien. Appareils photo, mécanismes de recommandation sur les réseaux sociaux, enceintes connectées. Un monde d'algorithmes. Mais c'est bien nous, humains, qui devons décider de ce que les systèmes peuvent faire pour nous, et non l'inverse. Et comme ces technologies façonnent profondément notre société, il est fondamental de comprendre comment elles marchent. On nous pose souvent la question, l'IA, c'est bien ou c'est mal? Comme toutes les innovations technologiques, l'IA n'est ni bien ni mal. Tout dépendra de l'usage que l'on en fera. Pour terminer ce tour d'horizon sur les IA, je vous propose une dernière vidéo expliquant les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. L'IA, ça vous fascine, mais savez-vous seulement à quel point elle façonne notre monde? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, ou IA, est un domaine de l'informatique. C'est un procédé logique et automatisé s'appuyant sur des algorithmes et qui, une fois entraîné, est capable de reproduire des comportements liés aux humains, tels que la reconnaissance de la parole ou la reconnaissance faciale, la réalisation d'actions par des robots, la traduction de langue, le raisonnement ou encore la planification. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'IA générative. L'IA générative, elle permet de créer du nouveau contenu, comme du texte, des images, de la musique ou encore des vidéos. Où retrouve-t-on de l'IA dans notre vie quotidienne?
L'IA est désormais partout. On la retrouve dans les assistants virtuels comme ceux de nos téléphones ou dans les moteurs de recherche sur Internet, ou encore dans les plateformes diffusant du contenu via la recommandation personnalisée. Mais on peut également la trouver dans les voitures avec conduite assistée ou les voitures autonomes. Elle est aussi présente dans l'imagerie médicale pour aider au diagnostic, et plus inattendue, dans le monde agricole pour le suivi d'élevage, et aussi dans le sport où l'IA aide les athlètes à se perfectionner. L'IA va-t-elle remplacer les emplois humains ? L'IA peut aider à automatiser certaines tâches, comme dans l'industrie, où des robots guidés par l'intelligence artificielle pourront effectuer des tâches pénibles ou répétitives. Actuellement, l'IA vient plutôt en support à de nombreux métiers, aussi bien créatifs que critiques, comme ceux dans le milieu médical ou militaire, pour notamment gagner du temps et aider à la prise de décision. Il y a quelques années, on vantait les mérites des technologies intelligentes et des machines complètement autonomes. La tendance est maintenant de replacer l'humain au centre. La transformation numérique se réalisera finalement par une collaboration plus significative et efficace entre les humains et les IA. L'intelligence artificielle est en train de créer de nouveaux métiers dans le domaine des nouvelles technologies et de l'analyse de la donnée. L'IA peut-elle devenir consciente ou autonome ? L'IA n'est ni consciente ni autonome. Ces idées relèvent encore de la science-fiction. Les systèmes intelligents basés sur de l'IA sont limités aux tâches pour lesquelles ils ont été entraînés ou programmés. Bien que la recherche s'intéresse au concept d'IA évolutive qui apprend en continu ou par imitation, les algorithmes d'IA sont conçus pour générer une réponse à une tâche bien précise en fonction de ce qu'ils ont eu l'occasion de voir lors de leur apprentissage. L'IA est-elle dangereuse pour l'humanité ? Comme toute chose, mal utilisée, l'IA peut représenter un risque. Une paire de ciseaux par exemple. C'est un outil très pratique au quotidien, et pourtant elle est interdite dans un avion car elle devient une arme potentielle. Il en va de même pour l'IA. Mal régulée et encadrée, elle pourrait servir à la manipulation de l'information. Par exemple, avec les deepfakes, le visage et la voix de certaines personnalités pourraient être détournés à des fins malveillantes. Face à l'utilisation de plus en plus forte de l'intelligence artificielle, des régulations commencent à voir le jour, comme l'AI Act en Europe ou les règlements type RGPD pour la protection des données personnelles. Comment l'IA prend-elle des décisions ? Les décisions prises par les systèmes intelligents s'appuyant sur de l'IA dépendent des données vues lors de leur entraînement. L'IA prend des décisions en analysant de grandes quantités de données et en détectant des motifs répétés grâce à des modèles mathématiques ou statistiques. Pour que les décisions soient les plus fiables et précises possibles, il est important de constituer une base de données d'apprentissage qui soit riche et représentative de la tâche à résoudre. Quels sont les biais dans l'IA et pourquoi sont-ils problématiques ? Une IA est généralement biaisée si les données vues lors de son entraînement le sont également. Il est important que la base de données d'apprentissage soit variée, équilibrée et représentative de la tâche à résoudre pour que le modèle généralise le mieux possible. Si l'on oublie par exemple de montrer des scènes routières avec des poussettes à une IA intégrée dans un véhicule autonome, celle-ci risque de ne pas provoquer le freinage de la voiture lorsqu'une poussette apparaît dans son champ de vision. D'un point de vue éthique également, il arrive que le biais dans les données d'entraînement reflète un préjugé humain pouvant mener à des décisions injustes ou discriminatoires. Des travaux s'intéressent actuellement à l'IA générative pour combler les manques identifiés de certaines bases de données d'entraînement, en particulier dans le domaine de la reconnaissance faciale, où un biais sur l'âge, le genre ou l'ethnie d'une personne peut être très préjudiciable. Quelle est la différence entre IA, machine learning et deep learning ? L'IA correspond au concept général et générique du procédé informatique permettant à des systèmes de résoudre des tâches généralement réalisées par des humains. Le machine learning ou apprentissage automatique est un sous-domaine de l'IA pour lequel les algorithmes sont spécifiquement conçus pour être optimisés à partir de données comme des températures ou des statistiques. Le deep learning ou apprentissage profond est lui un sous-domaine du machine learning qui utilise des algorithmes basés sur des couches de réseaux de neurones artificiels entraînés sur un grand nombre de données pour résoudre des tâches complexes. Le deep learning est par exemple très utilisé pour analyser et interpréter des images, des vidéos ou du texte. Cette évolution ou même révolution est liée au progrès hardware, car le deep learning demande beaucoup de puissance de calcul. Et sans carte graphique performante, impossible de concevoir des algorithmes d'IA basés sur le deep learning. L'intelligence artificielle consomme-t-elle beaucoup d'énergie ? Il faut être conscient que l'entraînement de grands modèles d'IA, comme ceux basés sur le deep learning, demande une énorme puissance de calcul et consomme beaucoup d'énergie, ce qui a un impact environnemental non négligeable. Et une fois entraîné, l'IA continue de consommer. Par exemple, l'utilisation abusive d'IA générative conversationnelle à la place d'un moteur de recherche classique consomme approximativement un demi-litre d'eau pour refroidir les cartes graphiques, permettant de faire tourner cet outil. Il est important de sensibiliser chacun et chacune à une utilisation responsable de l'IA. Quels sont les 3 principaux avantages de l'IA ? L'IA a plein d'avantages, bien plus que 3. Mais s'il faut prioriser,
Je dirais que déjà, elle participe à la modernisation du monde, et même du monde industriel, par l'automatisation de tâches, par exemple. Elle facilite aussi l'aide à la décision, en analysant rapidement beaucoup de données, et parfois même des données très complexes. Et pour finir, je dirais qu'elle rapproche les gens et transforme notre quotidien, avec ses applications dans la traduction de langue, la santé ou la mobilité, par exemple. Au fait, si vous vous posiez la question, cette vidéo n'a pas été générée par une IA. C'est fini pour cette première partie de découverte des IA. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie. Je vous montrerai certaines utilisations de ChatGPT.